J'adore ça. Alors moi j'ai un autre truc, c'est pour parler d'un autre sujet si tu veux, mais Ouais. c'est quand on me demande ça va, je dis qui moi ou la planète. Donc voilà, j'ai été en contact avec la nature et c'est toujours un de mes loisirs de me retrouver en montagne, dans un cours d'eau. On revient pas sur l'histoire. Il y a eu un besoin de produire plus à un moment et c'était logique pour nourrir les Ouais, populations. l'histoire, nous aide à pas répéter aussi les Voilà. conneries, hein. Et donc, exactement. Mais alors ça, on est très très mauvais à ça. Une catastrophe à ça. Mais ce sont tous les agriculteurs au sens large Mmh. et la moitié d'entre eux appartiennent à la génération justement de nos De parents, 200 000. à peu près 200 000 qui partent à la retraite en ce moment ou dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que, avant même de parler d'agroécologie, le Mmh. sujet dans la plupart des pays qui ont eu cette génération d'après-guerre euh, est un sujet de renouvellement. Donc nous, on se bat pour l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. On a fait 17 fermes, on en fera 25 de plus cette année. On va essayer de lever un peu moins de 20 millions de plus cette année D'accord. pour faire 25-30 projets de plus. C'est un petit nombre de personnes. Mmh. 17, sur les 17 fermes, je crois qu'il y a 28 agriculteurs et agricultrices, ce qui est déjà chouette. Mais Ouais. Ah, sur les 200 000, c'est un peu epsilonesque, quoi. exactement, exactement. En fait, c'est ça le souci. Marc Batti, moi j'ai 46 ans, je suis ingénieur agronome de formation Ouais. et j'ai eu plein de phases différentes dans mon parcours, mais pour le faire vite, j'ai commencé dans l'agro et dans l'aquaculture. J'ai eu ensuite tout le reste de ma carrière de 2000 à 2001 à 2019 dans la tech et dans le monde des startups plus récemment. Et puis j'ai opéré un gros virage, je pense, qui fait que tu m'invites aujourd'hui en 2019 vers l'impact en montant une société qui s'appelle Fev. Et donc voilà, je fais partie de ces entrepreneurs qui bifurquent Ouais. et qui ont envie de donner un sens à ce qu'ils font au quotidien. Euh, voilà, donc je fais partie de ces gens qui naviguent et qui se rendent compte qu'on a une responsabilité immense en tant que personne entrepreneur privilégiée à plein d'égards Mmh. voilà, à faire quelque chose d'utile pour le monde qui nous attend demain, en 2030 ou en 2050 ou après. J'ai choisi de faire ce métier-là en me disant que je voulais absolument bosser dans quelque chose qui a un lien avec le vivant. Et Ouais. donc, effectivement, le fait de devenir ingénieur agronome, c'est quelque chose que j'avais en tête littéralement à l'âge de 10, 11, 12 ans. Mmh. Ah Ingénieur oui, parce que hyper tôt. Ouais. hyper tôt, parce que on te renvoie souvent quand tu te débrouilles bien. Enfin, voilà, tu es à l'école, on te dit tiens, tu vas faire des études d'ingénieur. Bon, c'est un peu Ouais. ce stéréotype-là que tu peux avoir. Moi, c'est dans les années, du coup, c'était quoi? C'était fin des années 80. Mmh. Et moi, je me disais, mais ingénieur pour faire quoi? Et c'est en parcourant le livre des métiers au centre de documentation interne, je ne sais plus comment on appelle les CDI, je sais pas Ouais, si tu ouais, connu ouais, ça. ouais, ouais. Et parce qu'on n'avait évidemment pas Internet à cette époque lointaine. Et j'ai vu qu'ingénieur, c'était pas juste pour être ingénieur en mécanique ou je sais pas quoi, mais il y avait un truc ingénieur agronome. Et moi, Ouais. ça m'a fasciné parce que je me suis dit, ah, ouf, me voilà sauvé. Parce que les gens veulent de moi que je sois ingénieur. C'était quand même un peu tôt pour savoir si j'arriverais à être ingénieur hein, Ouais. à 10, 11 ans ou 12 ans. Mais peu importe, ça donnait une perspective. Et je me disais, mais il y a de l'espoir dans cette voie parce que au moins, si je dois faire des études, je pourrais les faire en rapport avec quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Donc moi, Et tu te disais déjà ça, très tôt? oui, parce que je me rappelle littéralement. En fait, Ah j'ai ouais. pas beaucoup de souvenirs très très lointains, mais Mmh. je me rappelle presque, je crois, puisque c'est une image qui m'est remontée quand il a fallu expliquer un peu la genèse de Fèves et tout ça. Je me rappelle de ces moments de chercher, de me dire mais pourquoi pourquoi ingénieur quoi. Ouais. Et de tomber sur ça et de voir ça comme une révélation, dire bah c'est bon, voilà. Et Ça, c'est une chance incroyable. oui, oui, parce qu'en fait, c'est assez drôle parce qu'il y a quand même personne qui sait ce qu'il veut faire de sa vie. Ouais. Après, c'est Jusqu'à pas très tard, hein, jusqu'à très c'est tard et à peu près toute sa vie. Et j'ai presque envie enfin, j'ai envie de me mettre aussi dans cette catégorie-là. Mais quand tu as cette chance de voir un peu la lumière, là où tout le monde te questionne, c'est un truc qui est peut-être un peu moins moderne maintenant. Enfin, tu vois, on sait parce qu'on est tous j'allais dire des parents qui avons des parcours plus ou moins sinueux. On sait qu'on va changer de boulot plein de fois dans notre vie. Ça, Mmh. voilà, on le racontait déjà il y a quelques années. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins d'exigence de notre part en tant que parents vis-à-vis des ados et tout ça. Dire qu'est-ce que tu veux faire à mon fils ou ma fille dans la vie. Ouais. Ça paraît être une question quand même un peu anachronique. Pour autant, elle ne l'était pas il y a 30 ans. Même en fait, dans notre vie, on te demande toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie Mais et oui, vers quoi tu vas. Et c'est une je pression, déteste ça, moi. c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Moi, j'ai appris que ce soit sur ma boîte d'avant ou maintenant Fève, à prendre des raccourcis pour répondre à ces questions. On te demande toujours comment vont tes projets, Mmh. où est-ce que tu vas.
et a fortiori quand tu es entrepreneur, parce que du coup, ça intéresse un peu plus les gens que d'autres projets. Et donc, il faut toujours savoir quoi répondre, voilà, alors qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart du temps, tu sais pas toi-même. Et c'est logique. Tu as envie de retourner à la question et de dire, et toi, tu sais ce que tu veux faire dans la vie? Bon, non, arrête de m'embêter, quoi. Ma question porte sur le fait que, est-ce qu'avant, vraiment, on ne savait pas et les progrès scientifiques nous ont permis de tendre vers une meilleure connaissance pour proposer ces alternatives à l'agriculture conventionnelle? Déjà, moi, j'étais pas là à l'époque où Oui. ça s'est fait, et toi non plus. Donc, c'est dur de répondre pour sûr, mais si tu prends des analogies, déjà, peut-être sans parler des choses qui fâchent, on a fait ça parce qu'à un moment, il y a eu un besoin. Tu l'as bien dit. Donc, nous, on tire surtout pas on revient pas sur l'histoire. Il y a eu un besoin de produire plus à un moment, et c'était logique pour nourrir les populations. L'histoire nous aide à pas répéter aussi les Voilà. conneries. Et donc, exactement. Mais alors ça, on est très, très mauvais à ça. On est une catastrophe à ça. Donc, je ne sais plus qui disait, une citation, alors je ne sais pas si elle est récente ou ancienne, c'est les politiques des années 60 ont marché, c'est justement pour ça qu'il faut les changer. C'est que si ça a marché, tu as réussi à changer un État, tu fais un plan, que ce soit consultant ou politique, pour atteindre une cible. Une fois que tu l'as atteint, l'état final est différent de l'état initial. Donc, la politique qui t'a mené de A à B n'est plus valide par essence. Ça fait 60 ans qu'on n'a pas revisité ça. C'est complètement dingue. Donc, c'est extrêmement juste ce que tu dis. Donc, si tu as compris ça, tu te dis, en fait, sans vouloir faire de procès d'intention à quiconque, de toute façon, il faut changer les choses parce que le contexte a beaucoup évolué depuis, au niveau français, au niveau international, et voilà. Donc, déjà, il faudrait au moins admettre ça. L'agriculture est en fait d'aléas. Il faut savoir gérer les mauvaises années. Et comment tu gères les mauvaises années? C'est en étant capable d'absorber les bonnes. Et absorber les bonnes en circuit court, c'est pas si facile que ça. T'as pas forcément tes magasins ou ton petit marché qui va savoir prendre 30% du jour au lendemain. Donc, en fait, il y a plein de logiques comme ça sur lesquelles nous, on les accompagne à réfléchir et à bien se positionner pour être performants dans leur commercialisation. Mais là, si je peux me permettre une digression, c'est que ça t'amène à un sujet qui est plus vaste, qui est que, est-ce que vraiment on pense que c'est ça le rôle de l'agriculteur, de devoir penser comme un entrepreneur, une stratégie de commercialisation qui est plus complexe, fondamentalement, là encore, que de celle d'un commercial chez Dataiku ou dans n'importe quelle boîte de SaaS, dit non. Enfin, moi c'est un truc sur lequel je suis assez en réaction, en disant qu'on ne peut pas attendre de nos agriculteurs qu'ils soient des traders sur le marché. Pour autant, c'est un truc que j'ai appris il y a 2 jours. Là, notre agriculteur Mathieu, qui est dans la Creuse, lui aussi, il disait on ne sait pas quoi planter en ce moment. Et alors là, tout le monde dans l'auditoire, c'est en plus un auditoire de citoyens engagés, mais il y a plein de cadres sup, d'entrepreneurs, ça. Il dit j'en comprenne pas, tu vois, ça lève la main. Je crois pas, Mathieu, pourquoi tu sais pas ce que tu dois planter maintenant? Moi, je pensais qu'il allait nous dire que c'est à cause de la pluie, parce qu'il a beaucoup, beaucoup plu. Alors, on sait qu'il faut qu'il pleuve beaucoup plus, notamment par rapport aux 2 années qu'on venait de se taper avant. Mais quand tu as la pluie, au printemps, le sol est détrempé, tu rentres pas le tracteur, tu peux pas semer, voilà. Bon, je pense qu'on était un certain nombre à s'attendre à ça. Il dit, non, je sais pas quoi planter, parce que je sais pas ce que les gens vont m'acheter dans 6 mois. Ou dans 9 mois. Et là, on dit, qu'est-ce que tu veux dire? D'habitude, on sait ce qu'on doit planter parce qu'on a une vision sur les cours et nos intermédiaires, les brokers nous disent voilà ce qui va se passer. Donc déjà, les gens ont cette visibilité et donc sont en train de faire un calcul de on va semer ça parce que le blé vaudra tant dans 6 mois. À ce moment-là, ce qui se passe aussi, alors ça je savais un peu tout ça, mais tu vas voir, la conclusion est plus surprenante finalement. Et donc dans certains cas, même on leur dit attends, je peux te passer un petit contrat à terme où en fait on ne sait pas combien vaudra le blé là, mais par rapport à ce qu'on pense qu'il vaudrait bientôt, je peux te le prendre maintenant pour les 3 prochaines années à tel prix. Qu'est-ce que t'en penses? Donc là, on est dans des sortes de logiques un peu assurantielles, vente à terme, tout ça, génial. Donc là, moi, je sais pas faire ça en bourse. Hein. Je n'achète pas d'actions et si on me demandait de faire ça, c'est une torture mentale horrible. Rappelons-nous quand même que l'agriculteur, il est là pour produire de la bouffe, quoi, qu'on mange et avec laquelle on vit. Et donc, à la fin, comme il ne sait pas ça, tout ça, là, les sujets en ce moment, c'est la géopolitique, évidemment, avec la Russie et l'Ukraine, la mer Noire et tout ça. On ne sait pas ce que va devenir le blé ukrainien. Et donc, ça nous ramène à quoi, ça? Ça nous ramène à l'enjeu de souveraineté alimentaire. Il est qu'on a quand même des agriculteurs qui disparaissent. On a des produits qui sont de moins en moins bons. Voilà. Et nos agriculteurs sont en attente d'un ordre
hypothétique des marchés mondiaux pour savoir ce qu'on va bouffer. Et moi, je dis, mais stop, quoi, c'est fini. Moi, C'est délirant. c'est C'est délirant. délirant. C'est dit, mais t'es dans la Creuse, sur ton smartphone, À regarder les cours à d'IB. regarder et à échanger des SMS avec des mecs pour savoir ce qu'il va falloir planter. Alors que la seule chose qui devrait être importante pour savoir ce qu'on va planter, c'est ce dont on a besoin pour manger. Et donc, on devrait peut-être, à un moment, en France, et j'imagine ailleurs quand même, se dire que ça, on s'en fout, et que, par définition, l'agriculture est un truc régalien, ou je sais pas quoi, mais quelque chose qui doit nous nourrir coûte que coûte, et qu'on parlera de la mondialisation, du libre-échange et de nos excédents éventuels une fois qu'on aura sécurisé l'essentiel. Et donc, si on veut tant de blé parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit bouffer, et tant de poulet, et tant de porc, et tout ça, et donc ça renvoie une logique de planification agricole et écologique, on pourrait aller, parce qu'il y a quand même une planification écologique, ça existe dans le vocabulaire du gouvernement également, mais on devrait se demander ça, orienter ça, sécuriser nos agriculteurs en disant que de toute façon, c'est la France, c'est nous, en tant que citoyens, qui allons assumer ce risque-là. Et pour le coup, c'est un quoi qu'il en coûte, là. S'il faudrait un quoi qu'il en coûte, c'est celui-là. Voilà. Donc moi, j'étais complètement éveillé. Donc cette logique de... c'est pour ça, je pensais à ça quand tu me parlais, tu m'interrogeais sur la commercialisation. Nous, on est les premiers à dire que dans l'état actuel des choses, évidemment qu'il faut être performant à commercialiser. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, il est, pourquoi accepte-t-on de déléguer à, moi j'appelle ça là aussi je veux vexer personne, mais on va prendre une analogie, les chauffeurs Uber de tracteurs. Il y a quand même eu pas mal de procès dans différents pays pour assimiler les chauffeurs Uber à des salariés, parce qu'en vrai, leur pouvoir de décision, il est comme ça. Tu refuses une course, ça va, tu refuses deux courses, boum, t'es viré. Le prix, il est contrôlé par une plateforme. Donc voilà, Uber nous vend le fait que c'est une plateforme de mise à disposition d'une catégorie sociale privilégiée d'entrepreneurs qui gèrent leur emploi du temps. On pourrait dire que c'est à peu près pareil pour les agriculteurs. Bon, la réalité, c'est qu'on leur demande de faire un truc qui leur échappe complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait à quoi ressemble justement une parcelle, une ferme qui a adopté l'agroécologie? Il y a beaucoup de choses. À quoi ça ressemble? En fait, alors on parle souvent des mêmes techniques, mais déjà, tu as beaucoup d'associations de culture. Donc ça veut dire que tu vas être sur des choses qui sont moins monoculturelles. Donc déjà, une des bases, c'est la diversification. C'est que tu vas diversifier à la fois tes cultures. Tu vas faire ce qu'on appelle des rotations plus longues avec des enchaînements. Plutôt que d'enchaîner une culture, blé, maïs, tournesol, revenir comme ça, tu vas avoir des choses qui parfois vont être sur 7-8 ans. Tu vas avoir ce qu'on appelle des couverts végétaux qui vont être là entre les cultures pour pas laisser le sol à nu. Ça, c'est maintenant des obligations, donc ça commence à venir même dans le conventionnel. Ces couverts végétaux, ça peut être des plantes, notamment de la famille des légumineuses, qui sont connues pour stocker de l'azote atmosphérique. Donc, plutôt que d'aller injecter l'azote dont ont besoin les plantes pour grandir sous forme d'azote minéral qui vient justement de toute la chimie actuelle, on va plutôt se dire, on va confier ce rôle-là aux plantes. Alors, c'est un problème, c'est que fondamentalement, quand tu plantes pendant plusieurs mois, voire parfois pour certains, tu le laisses 2 ans comme ça, une parcelle avec un couvert qui va permettre de stocker l'azote dans le sol. Pendant ce temps-là, ce truc-là, tu vas peut-être le donner à brouter ensuite aux animaux, mais tu n'es pas sur une culture qui est potentiellement productive et qui te rapporte à la fois du rendement et multiplié par des euros sur les marchés internationaux. Donc forcément, ça oblige à des choix un peu différents. Après, tu as des choses autour de... Tu disais, on est venu sur des grandes parcelles, il y a tout ce remembrement qu'on a à la sortie, je crois que c'était les années 50-60, où on a fait des parcelles de plus en plus importantes en enlevant les haies. Et les haies, on est en train de redécouvrir le rôle qu'elles ont à tous les niveaux. Refuge de biodiversité, parce que les oiseaux, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Les oiseaux, les insectes et tout ça. Les insectes, on en a besoin quand même pour polliniser les cultures. On a la gestion de l'eau entre les parcelles. Les haies permettaient de retenir l'eau d'une parcelle à l'autre. Les haies, souvent, c'est des arbres qui ont des racines profondes qui permettent de remonter un certain nombre de choses utiles pour les cultures derrière. Donc ça, après, c'est tous les courants autour de l'agroforesterie. Donc tu peux avoir les haies, mais tu peux aussi avoir des arbres intra-parcelles qui permettent voilà. L'autre jour, moi, on avait appris, c'est des choses que je découvre aussi par ailleurs, mais tu peux avoir des haies dans des parcelles avec certains types d'espèces qui créent des symbioses avec les champignons. Et ces champignons-là, c'est eux qui, par leurs filaments, vont être capables de remonter l'eau et la mettre à disposition des cultures. Donc, ça permet de baisser
le besoin en irrigation de certains trucs parce que tu joues sur les processus naturels qui sont juste de dire qu'il y a des racines et des champignons qui font ce boulot-là pour toi. Et là où j'étais fasciné, c'est d'apprendre que cette haie-là qui était plantée, son impact par ses réseaux racinaires et de symbiose avec les champignons, ça s'étendait à 30 mètres. Donc ta haie, elle irriguait, entre guillemets, ou elle apportait de la disponibilité en eau et en nutriments à 30 mètres à la ronde. C'est fou. Imagine un peu le truc. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez porteuses d'espoir, mais on a complètement oublié le truc parce qu'on s'est dit, en fait, il faut voir une partie de l'agriculture, et bon, j'espère que je n'offenserai personne en disant ça, mais tu as vraiment un côté où on a des grosses parcelles, on a simplifié le travail pour que ça soit facile de passer dans tous les sens, on a des engrais qui biberonnent, dès qu'il y a un truc qui passe qui pourrait être un danger pour la culture, un insecte, une maladie, boum, on balance des produits dessus, et on a simplifié au maximum le process, comme si tu étais dans une start-up qui optimise son process commercial, quoi. Et Ferme Envie essaie de contribuer à ça? Ben nous, on essaie très modestement à l'heure actuelle. Donc, Ferme Envie, moi, j'ai monté ça en 2020, donc ça a maintenant bientôt 4 ans. On a une vingtaine de personnes qui œuvrent à déployer ces pratiques agroécologiques sur le territoire français. Comment est-ce qu'on fait ça? On s'est rendu compte qu'un des obstacles à l'heure actuelle à l'installation, c'est l'achat de la ferme. Alors, ce qu'il faut se dire quand même, parce que je pense que tout le monde n'aura peut-être pas le contexte de l'installation agricole à l'heure actuelle, mais il y a un peu moins, je crois, d'1 million d'actifs agricoles en France, donc 400 000 chefs d'exploitation. Donc, en gros, les entrepreneurs agricoles, ce qu'on appelle les agriculteurs qui ont une ferme. Un peu moins de 400 000, je crois, c'est même 389, là, j'ai vu récemment. Alors, là, tu parles d'agriculteurs au sens large. Forcément d'éleveurs? Non, agriculteurs, dont une très bonne partie d'éleveurs. Oui, alors honnêtement, j'ai même pas la stat en tête, mais il y a énormément de polyculture élevage en France, donc voilà. D'accord, ok. Donc il y a beaucoup d'éleveurs aussi. Mais ce sont tous les agriculteurs au sens large, et la moitié d'entre eux appartiennent à la génération justement de nos parents. 200 000 à peu près 200 000 qui partent à la retraite en ce moment ou dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que, avant même de parler d'agroécologie, le sujet dans la plupart des pays qui ont eu cette génération d'après-guerre est un sujet de renouvellement, puisque si on te parle de souveraineté alimentaire, la souveraineté alimentaire, elle est à 400 000, c'est un sujet, à 200 000, c'est un encore plus gros sujet. Donc, sans même parler de la qualité des produits, des pesticides, du carbone, de tout ce que tu veux. C'est fondamentalement en quantité, on pourrait se retrouver à nouveau. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui crée ces tensions-là dans ces discours, c'est qu'on a peur pour la quantité. Donc, nous, on se bat pour l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de gens, quand ils souhaitent s'installer à l'heure actuelle en agriculture, qui se revendiquent d'une forme d'agriculture, quels que soient les labels ou les courants de pensée, plus vertueuses que ce qui s'est passé quand même au cours des 10 dernières décennies. Donc, il y a une volonté des nouveaux arrivants de faire mieux. Alors, mieux n'est peut-être pas bien choisi comme mot, mais en tout cas différemment de ce qui a été fait avant, et pour adresser justement les nouveaux challenges dont on parlait tout à l'heure. Et donc, nous, on accompagne ce mouvement-là en les aidant à trouver leur ferme et en finançant l'achat des fermes avec un mécanisme de location avec option d'achat. Alors ça, j'y reviens, c'est qu'en gros, ils ne peuvent pas acheter des fermes, parce qu'une ferme, en France, ça coûte vite 700 800 000 euros. Ça, c'est la taille moyenne de celle que nous, on voit passer. Pour que les gens aient une idée, une ferme moyenne en France, c'est 70 hectares. C'est pas gros, en vrai. C'est gros pour certains qui s'imaginent avec un jardin de 1000 mètres carrés, mais bon, voilà, c'est pas très gros. Nous, ce qu'on a pris comme axe, c'est de dire toutes ces fermes qui font entre 50 et 150 hectares, qui correspondent au milieu de la Gaussienne, il faut les aider à trouver des repreneurs. Et elles, au prix moyen de l'hectare, qui est à 6 000 euros en France à l'heure actuelle, qui est vraiment pas cher par rapport à la plupart des autres pays européens, notamment tu vois, le UK ou Belgique, Pays-Bas, tout ça sont des pays où la terre est horriblement plus chère. Ça peut être à 20 000, 30 000 l'hectare. Malgré ce prix relativement abordable, quand tu fais 70 hectares x 6 000, tu as déjà 400 000 et quelques 420 000 de terres agricoles. Tu rajoutes une maison, tu rajoutes les bâtiments d'exploitation, tu rajoutes une stabulation, c'est-à-dire de l'élevage, tu rajoutes des, je sais pas moi, des hangars. Et en fait, au total, l'investissement, ça va être 700, 800 000, 1 million, parfois 1,5 million. En parallèle de ça, tu dois créer une société d'exploitation, qui est la société dans laquelle la personne entreprend. Finalement, la ferme, si on prend une analogie avec tous les gens qui bossent dans les bureaux, la ferme, c'est les bureaux. Souvent, les bureaux, on les loue. Et puis, à côté, on a une SARL ou une SAS qui fait l'agriculture, c'est pareil. Ils ont leur société d'exploitation. Cette société d'exploitation, il faut acheter du matériel, éventuellement des animaux,
des semences, du carburant, faut financer la trésor et tout ça. Ouais. Parce qu'évidemment, C'est culture, une vraie entreprise. c'est une vraie entreprise et qui, quand elle achète des trucs pour produire des cultures, elle va récolter le fruit de tout ce qui s'est passé plusieurs mois après, un peu comme dans des boîtes où on crée des produits et on les vend. Et donc, les banques et de manière générale l'écosystème du financement va être capable de financer une partie de tout ça, mais sûrement pas 400 000 500 000 d'un côté plus 1 million de l'autre. Donc nous, on vient en secours de ce mécanisme-là en proposant aux agriculteurs de ne pas s'endetter. Il faut bien voir quand même que l'endettement, la course à l'agrandissement, tout ça a été un des problèmes des 2 ou 3 générations précédentes, où à force de s'agrandir, de viser des économies d'échelle sur des plus grandes surfaces, eh bien, on s'est retrouvé avec des exploitations qui étaient effectivement criblées de dettes sur plusieurs générations. Et alors évidemment, tout ça, c'est que des généralités, parce qu'il y a aussi des gens qui s'en sortent bien, il y a des gens très riches parmi les agriculteurs d'ailleurs, mais il y a aussi et surtout beaucoup de gens qui galèrent parce qu'ils étaient endettés. Et donc, nous, on veut les aider à sortir de ce modèle-là, où en gros, tu vas être endetté toute ta vie au moment où tu commences, et puis peut-être à la retraite, en revendant ton exploitation agricole, tu arriveras à t'en sortir. Ouais. Donc, c'est toute une vie de labeur très difficile pour peut-être un jour s'en sortir à 65 ans. Donc, nous, on dit, n'achetez pas votre ferme tout de suite. Mais par contre, on ne veut pas les priver du droit de l'acheter si, à un moment, ils en ont la volonté ou la capacité. D'où le principe de location avec option d'achat. Et cette location avec option d'achat, on essaie de la rendre la plus vertueuse possible pour dire que, évidemment, s'ils rachètent au bout de 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont locataires. Pour ceux qui ont déjà été locataires de leur appart et qui ont voulu l'acheter derrière, l'acheter au prix de marché quand ça fait 10 ans qu'on verse des loyers à son proprio, c'est quand même un peu pénible, mais c'est quand même la réalité de ce qui se passe la plupart du temps. Donc nous, on a essayé de trouver un moyen de rendre ce truc-là plus vertueux pour dire, attention, dans le futur, ce qui va compter quand même, c'est que les terres soient revitalisées, soient régénérées, effectivement, pour prendre le terme de manière très générique. Il aura fallu bien les entretenir et les gérer avec des pratiques qui, plutôt que de les épuiser, les revitalisent. Et donc ça doit avoir de la valeur. En vrai, ça n'a pas beaucoup à l'heure actuelle. Quand tu achètes des terres, c'est pas un truc qui rentre trop dans les critères d'évaluation, sauf quand elles sont évidemment trop dégradées. Mais on pense que dans le futur, ça va être le cas. Et donc, si les agriculteurs font bien leur boulot, c'est bénéfique pour eux parce qu'ils ont une agriculture plus productive et plus résiliente, mais c'est aussi bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Donc on reconnaît ça en se disant que si la ferme avait été achetée par FEV, on va dire en base 100 en 2024, et qu'en 2034, 10 ans après, les agriculteurs souhaitent y accéder, imaginons qu'elles valent, à dire d'experts sur le marché, 130, nous on va leur revendre à 115. Et c'est pour faire un compromis, une sorte de 50-50, de partage de la valeur. Est-ce qu'il y a une crise de la vocation? Est-ce que toi, tu la distingues? Est-ce qu'au contraire, FEV, c'est aussi remettre un petit peu d'espoir auprès de toutes ces personnes qui ont envie de s'engager et qui ont envie de travailler dans la terre et qui se disent, ah tiens, voilà, là, j'ai trouvé un moyen pour moi de me sécuriser et de porter un projet qui fasse sens. Et voilà. On le La question de la voit. vocation. La création de la vocation, alors, nous, c'est. On pense on a fait 17 fermes. On en fera 25 de plus cette année. Donc, on va essayer de lever un peu moins de 20 millions de plus cette année pour faire 25-30 projets de plus. C'est un petit nombre de personnes. 17, sur les 17 fermes, je crois qu'il y a 28 agriculteurs et agricultrices, ce qui est déjà chouette. Donc, sur les 200 000, c'est un peu epsilonesque. Exactement. En fait, c'est ça le souci. Donc, après, c'est lié au fait qu'on démarre et lié au fait que, de toute façon, ça reste des budgets énormes, puisque, comme je te l'ai dit, chaque ferme, c'est 700 000 euros citoyens à trouver. Donc voilà. Nous, notre ambition, pour te dire, c'est dans 3 ans, on soit capable de lever 100 millions d'euros par an. On est sur des montants gigantesques. D'accord. Pour accompagner 150-200 fermes. Et donc, probablement 300-400 agriculteurs chaque année. Et bon, après, on verra si on peut faire encore plus, mais ça, c'est le prochain objectif. Et avec ça, tu convertis à des pratiques exigeantes qui vont dans le sens du vivant, justement. La surface de à peu près 10 000 hectares. 10 000 hectares, c'est un seuil assez symbolique, puisque c'est la surface d'une ville comme Paris, ou Toulouse, ou Lyon. Voilà, toutes les grandes villes sont à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, des 100 km². 100 km², c'est 10 000 hectares. Et avec 10 000 hectares, tu as besoin de 100 millions d'euros, à peu près, pour les convertir. D'accord. Donc nous, ça c'est quand même à la fois epsilonesque. Tu comprends le problème. C'est epsilonesque
et ultra ambitieux à la fois. Ouais. Donc, ça te montre à quel point il faut... voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Après, sur la vocation, tu vois, on a eu une soirée, on fait des soirées avec notre communauté de citoyens engagés, du coup. Ouais. On était C'est combien le ticket d'entrée? Ticket d'entrée, c'est 500 euros. Ah oui, ça, c'est accessible. Ah bah on a des souscriptions de 500 000 euros à, pour l'instant, quasiment 1 million d'euros. OK. C'est vraiment très ouvert et ça fait partie du mouvement également. C'est que, en fonction de ses priorités, de ses moyens, on a dans notre base d'investisseurs des gens qui sont étudiants et qui ont décidé leurs premiers 500 euros de les mettre chez nous. Donc ça, c'est voilà. Et la vocation, c'est liquide. C'est liquide. Alors, Pas j'allais trop. dire non, parce que c'est pas trop le sens de. Ouais. Alors, c'est liquide à 7 ans principalement parce que si tu veux bénéficier de la réduction d'impôt, il faut que en échange de ça, l'État, et à juste titre, je pense que c'est une super décision, te demande de conserver tes parts ou tes actions pendant 7 ans. C'est valable si tu investis dans n'importe quelle PME et que tu bénéficies de ce dispositif. Donc, il y a une forme d'illiquidité qui est liée à ça. Après, sinon, après, on tombe dans la financiarisation du vivant aussi. Exactement. Donc, de toute façon, pour moi, je dis aux gens, c'est un placement, vous l'envisagez à 7 ans, parce que de toute façon, c'est un seuil relativement technique et cohérent, mais envisagez-le même plutôt à 15 ans, ou pour les gens qui ont notre âge, plutôt pour vos enfants. Donc, c'est pas tellement ça le sujet. Et donc, la vocation, pour revenir à ta question, c'est nous, dans ces soirées-là, on fait venir les agriculteurs pour qu'ils témoignent de leur parcours avec FEV. Et souvent, c'est pas que leur parcours avec FEV, c'est leur parcours de vie qui les a amenés à reprendre une exploitation et devenir agriculteurs. Et littéralement, ils nous racontent que voilà, sans ce genre d'aide, ils pouvaient pas mener à bien leur projet. Donc, ces histoires-là, nous, on essaie d'en créer des belles tous les jours pour que ça finisse par se savoir et diffuser et que ça puisse alimenter très en amont un renouveau des vocations. Mais effectivement, on est sur quelque chose qui est très pragmatique, très aval par rapport aux vocations. Je suis pas en train de travailler sur la sensibilisation à l'école, sur les personnes les étudiants de collège ou du lycée. Parce que c'est quand même une démarche entrepreneuriale. Ouais. Il y a un switch entre la tech et le vivant. Donc, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Mais la première, c'est en quoi voilà, ces années d'expérience à développer une des premières licornes françaises, en vérité, t'aide aujourd'hui. En quoi ça m'aide en vrai, à plein de choses. Moi, j'étais obsédé pendant des années par le positionnement finalement du produit. Donc, la capacité à expliquer ce qu'on fait, faire en sorte que les gens puissent comprendre notre valeur ajoutée. Donc, cette dimension commerciale de l'entrepreneuriat, de créer ton offre, créer ton pricing, créer ton marché, et être capable de comprendre quels sont les déterminants du passage à l'action pour les clients, c'est des choses qui sont valables, quelle que soit l'activité. Je n'emploie même pas business à dessein. C'est que tu sois une association ou une entreprise et que tu serves un propos, il faut créer quelque chose. Et moi, souvent, quand je repense au chemin qu'on a fait avec Dataiku, il y a plein de choses qui sont admirables et sûrement difficiles. Mais fondamentalement, je pense que faire FEV, c'est plus difficile, en le sens où, quand on a fait Dataiku, c'était un logiciel. On était en phase de passage au début 2013-14, des modèles historiques où tu vendais des licences de logiciels. Tu payais un truc, tu avais le logiciel pour toi, et après, chaque année, on te demandait de payer un petit supplément pour la maintenance, mais c'était le modèle licence-maintenance classique du logiciel. On était en train de passer au modèle récurrent, donc ce qui est devenu le software as a service, où tu payes des abonnements et tout ça. Donc, ça, déjà, on trouvait ça compliqué, mais fondamentalement, c'était un mouvement en marche qui était un peu codifié, et les gens... Et la transaction fondamentale entre le client et le fournisseur était connue. Le fournisseur Dataiku apporte un logiciel et le client reçoit ce logiciel en échange d'argent. Facile. Ouais. Quand je pense à FEV, nous, on a passé pendant 1 an à essayer de comprendre comment on se positionnait, quel était notre rôle fondamentalement dans ce financement du foncier, où est-ce qu'on prendrait notre part, notre commission pour être capable de vivre de ces activités et développer le modèle plus avant. Mais par contre, là où ça se rejoint beaucoup, c'est que il y a une logique de construction d'offres qui est forte, de positionnement même. Tu vois, le positionnement de marque de FEV est encore plus complexe et fort que celui de Dataiku. Et pourtant, il semble plus évident. Alors, parce que ça fait 4 ans et que du coup, on a bien avancé peut-être. Mais fondamentalement, tu parles aux citoyens.
tu parles aux agriculteurs qui s'installent, tu parles aux agriculteurs qui partent, tu parles aux acteurs de l'accompagnement qui te regardent en chien de faïence parce qu'ils disent qui c'est ce qu'ils font qui arrive là, qu'est-ce qu'ils foutent là eux, quoi, Alors qu'est-ce que qu'ils vont nous, ça faire. fait des dizaines d'années qu'on Alors s'en ça fait des occupe. dizaines d'années qu'on s'en occupe, les gars c'est bon, c'est sous contrôle. Donc après enfin, c'est quand même un sacré bazar. Quand tu es dans l'écosystème des startups, même tes concurrents, tu les retrouves dans les events et tu bois une bière avec eux. C'est pas pareil. Hein, c'est vraiment très différent. donc tu as t'es arrivé dans un monde très institutionnel, en plus assez conservateur. Sûrement, mais aussi politisé, les syndicats. Enfin, tu vois tout ce qui se passe dans l'actualité à l'heure actuelle. Donc nous, on est arrivé avec une posture très, je sais pas si ça se décrète, mais en tout cas, on a essayé d'être humble pour dire, on va parler à tout le monde et on va dire ce qu'on a prévu de faire, mais on va surtout pas dire aux gens qui font mal leur boulot parce qu'on n'en sait pas grand-chose en vrai. Et donc ça, c'est un travail qui a pris un peu de temps et qui paye déjà maintenant depuis plusieurs années et qui a permis à Fève de commencer à émerger comme un acteur acceptable, y compris pour l'environnement existant. D'accord. Ça, c'est un très gros travail. C'est un gros travail. Ouais. Alors maintenant, il faut qu'on fasse plus de choses au niveau, je pense, de la sphère politique. Enfin, il y a évidemment plein d'accostages à faire à tous les niveaux. Mais le fait de pouvoir parler aux chambres d'agriculture, aux SAFER, relativement sereinement, ou même très sereinement, pour celles qui commencent à nous connaître, bah, c'est quelque chose qui fait que voilà, on avance. Et ce mouvement citoyen d'arriver à lever autant d'argent auprès des gens est quelque chose qui a fait Terre de Liens par le passé. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien ? C'est une bonne question en ce moment. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Quand justement je m'échappe de mon smartphone et de toutes ces considérations qu'on vient de discuter pendant 2 heures et que je suis avec mes jumelles ou mon appareil photo ou voilà, on est obligé aussi de consommer des trucs comme ça. La photo ? Ouais, carrément. Ouais, bien sûr. Toujours animalière ? Ou sur toutes tes filles ? C'est deux fils, ouais. Mais des enfants, enfants, c'est un animalier un peu particulier, c'est fugace, c'est pas facile à attraper, mais oui. Et animalier, et puis plus généralement paysage et tout ça. Mais ça, je me rends bien compte que les moments où le temps passe différemment, c'est les moments où on est dans la nature. En fait, ça revient à ce que tu dis tout à l'heure. C'est les moments où on sort de ça et on oublie un petit peu que justement qu'on est pressé par toutes les autres choses. Après, au quotidien, Fève, je ne sais pas si ça me rend heureux. Je suis content de contribuer, mais j'ai toujours un peu ce sentiment de se dire que voilà, le truc est tellement titanesque pour justement faire bouger toutes les lignes dont on a parlé dans cette discussion que c'est quand même dur d'être optimiste au quotidien sur le fait qu'on arrive à les faire bouger effectivement. Donc après, il y a plein de signes positifs. Il y a quand même, il y a comme tu le disais, des choses dont les médias parlent un peu plus. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs. Sous la pression, les traités de libre-échange, ils sont un peu en discussion quand même. Il y a des discussions au niveau européen sur des lois de taxation de la finance. C'est microscopique, mais pourquoi pas. Il y a plein de choses comme ça qui émergent et qui font que peut-être à un moment, on va se réveiller en tant que citoyen et dire ça suffit, on veut de parler de ça parce que c'est vraiment la façon dont on doit vivre ensemble dans les années qui viennent qui est en jeu. Moi, ce jour-là, je serai heureux. C'est quand on va commencer à parler de ça massivement dans le débat public. Je pense que ça sera mon moment pour être heureux. Eh ben, c'est un joli mot de la fin. Oui. Merci Marc. Merci Fouad.